Les Burkinabés sont appelés aux urnes le 22 novembre prochain pour élire le président du Faso et les députés. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce 5 février. Un conseil qui a aussi pris des décisions dans le domaine de la sécurité et de la santé. Des détails à suivre dans quelques instants. Comment utiliser les hydrocarbures sans impacter négativement l'environnement? Il faut commencer par harmoniser les textes réglementaires y relatifs. Et c'est à ce sujet que les ministres de l'énergie et de l'environnement de la CEDEAO se réunissent dans la capitale burkinabé. La rencontre a débuté ce 5 février par la réunion des experts. À l'international, nous parlerons de cette trêve qui se transforme en cessez-le-feu en Libye. Les protagonistes sont d'accord sur le principe. L'annonce est faite depuis Genève par l'émissaire des Nations Unies pour la Libye. Des détails à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Les élections couplées, législatives et présidentielles se tiendront le 22 novembre 2020 au Burkina Faso. L'information émane du Conseil des ministres de ce 5 février. Un conseil qui a vu également l'adoption d'un décret portant statut des volontaires pour la défense de la patrie. Et suite à des cas avérés de poliomyélite, l'exécutif décide de lancer une campagne de vaccination dans une partie du Burkina Faso. La synthèse avec Benito Somé et Mamadouba. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 22 novembre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce jour. Une décision qui rentre en droite ligne des conclusions du dialogue politique selon le ministre Siméon Sawadogo. Le Conseil a opté pour la date du 22 en tenant compte des délais de recours, etc., pour que nous puissions arriver à bon port, avoir une proclamation définitive des résultats pour que le président du Faso élu puisse effectivement rentrer en fonction. En fixant cette date, donc la CENI va procéder donc à la confection de la liste électorale qui vaudra non seulement pour les présidentielles, pour les législatives, mais également pour les municipales qui vont venir en 2021. Autre décision importante, l'adoption d'un décret portant statut des volontaires pour la défense de la patrie et la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans une partie du Burkina suite à un cas avéré. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la menace du coronavirus. Le gouvernement a demandé au ministère de rester très réactif et de mettre toutes les équipes en veille pour que la moindre situation nous puissions apporter la réponse qui sied. Nous avons également entendu sur cette question-là de la part du ministre des Affaires étrangères le point des Burkinabés étudiants qui vivent donc dans la ville concernée, et le gouvernement a instruit le ministre toutes les dispositions pour que les questions d'approvisionnement, les questions de leur accompagnement soient mises en œuvre de façon effective pour que cette période de quarantaine qui est observée dans toute la ville ne porte pas préjudice à nos concitoyens notamment qui y vivent. La 163e journée mondiale de la femme sera célébrée au Burkina et l'exécutif retient pour cette commémoration le thème « Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes ?» Ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale a eu une rencontre avec une délégation du club Zonta du Burkina Faso. La délégation conduite par l'épouse du chef de l'État a remis au chef du Parlement burkinabé un message de plaidoyer pour la réduction des violences faites aux femmes et aux filles. Alassane Balassa Kandé a également reçu les étoiles de l'émission Tableau d'honneur. Le point avec Roger Kam et Aimé Solange à Guigma. Ce document de plaidoyer pour réduire les violences à l'égard des femmes et des filles au Burkina est une compilation des recommandations du panel organisé à l'occasion des 100 ans du Zonta Club International en collaboration avec le ministère en charge de la femme. Ce message porté par l'épouse du chef de l'État Sika Kabouré invite le président de l'Assemblée nationale à porter haut le plaidoyer auprès de ses pairs et à garantir l'introduction de la dimension de genre dans tous les textes soumis au vote de la représentation nationale. Je suis venue rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour lui dire combien nous comptons sur lui pour que cette question de rendre la dignité aux filles de notre pays nous importe et qu'il porte un regard favorable sur le document de plaidoyer que je suis venue donc lui remettre.
Nous allons regarder qu'est-ce qui peut être fait. Mais avant, nous leur avons demandé, comme c'est un plaidoyer, de faire en sorte aussi de voir avec les regroupements politiques. Nous avons dit qu'il était important parce que selon la Constitution, en termes de loi, il y a 3 initiatives. L'initiative gouvernementale, l'initiative citoyenne et l'initiative parlementaire. Donc comme le ministère de la Femme a participé à l'élaboration du document, de voir aussi si le ministère peut faire un projet de loi, élaborer un projet de loi. Nous, en ce qui nous concerne à l'Assemblée nationale, nous sommes prêts pour accompagner. Après l'organisation qui œuvre pour l'amélioration de la situation légale, professionnelle, politique et sanitaire de la femme à travers le monde, Alassane Bala Sakandé a également eu un tête-à-tête avec les étoiles de l'émission éducative Tableau d'honneur. Un entretien qui s'est soldé par une promesse de bourse d'études de 100 000 francs CFA faite par le président de l'Assemblée nationale à chacune des 24 étoiles de 2019. Et si vous êtes un téléspectateur de la RTB, vous connaissez certainement ce programme télééducatif à Tableau d'honneur. Après l'Assemblée nationale, les promoteurs de l'émission étaient à la direction générale de la radiodiffusion et télévision du Burkina. Objectif de cette visite à présenter les élèves brillants de l'année 2019 et saluer le partenariat avec la RTB qui date maintenant de 10 ans. Oscar Soulama et Sébastien Zongo. Dao Fatimata, 9,50 sur 10 de moyenne au CEP, Kabore Rihanna, 18,77 sur 20 au BEPC, Zogona Sanata, 16,50 sur 20 au BEP et Widraogo Aïcha, 17,96 sur 20 au baccalauréat sont les meilleures filles aux derniers examens scolaires au Burkina Faso. Avec 20 autres excellents élèves, ils constituent les étoiles, la QV 2019 du programme télééducatif Tableau d'honneur, venu se présenter au directeur général de la RTB. Ça a été vraiment un honneur pour nous de le rencontrer. Nous le remercions infiniment. Il a pris un peu de temps de son précieux temps pour nous recevoir et nous sommes vraiment contents. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses. Il nous a donné des conseils que nous pensons qu'ils nous serviront davantage pour la suite de nos études. Tableau d'honneur, c'est 10 ans dans la promotion de l'excellence en milieu scolaire avec des exemples de réussite professionnelle au Burkina et à l'extérieur du pays. Karagaouma, qui est ingénieur logiciel à Google, Silicon Valley. Entre autres, une jeune demoiselle, ingénieure en télécommunications, qui est dans une grosse boîte de cybersécurité en France. On est un ingénieur à EDF Paris. Sans oublier un autre que je pourrais citer, qui est parti de Titao, qui aujourd'hui se retrouve à Oklahoma City, aux États-Unis. L'émission Tableau d'honneur est diffusée tous les jeudis à 18h20 et les samedis à 9h sur la télévision nationale. On est vraiment satisfait et on souhaite rien que du bonheur pour cette émission. En tout cas, je voudrais dire que la télévision nationale du Burkina sera toujours disponible pour accompagner ce programme qui fait de la saine émulation et qui permet de motiver les jeunes. La QV 2019 du Tableau d'honneur est constituée de 18 filles et 6 garçons. Autre point de l'actualité, et nous parlons à présent d'accès au financement agricole et de sécurisation de l'écosystème. Le sujet d'actualité au ministère en charge de l'agriculture qui lance un projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness. Le financement est assuré par la Banque africaine de développement pour un montant de 6 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Le secteur agricole burkinabé, c'est aujourd'hui 86% de la population active et 35% du produit intérieur brut PIB. Cependant, le secteur ne reçoit que 3,5% des financements bancaires et ses activités restent très dépendantes de la variabilité des conditions agroclimatiques. Le projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness qui vient ainsi d'être lancé serait une réponse adaptée au profit des acteurs confrontés au double défi des aléas climatiques pour soutenir le financement des investissements dans le secteur. Ce mécanisme va donc permettre aux banquiers de prêter à l'agriculteur et si jamais il y avait un risque sur la production, l'assurance se chargera de rembourser à la place du producteur lorsque le risque est avéré. Pour financer le projet qui vient sécuriser les financements,
Le groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé 6 milliards de francs CFA, dont 5 milliards pour le financement de la participation de l'État burkinabé au capital de la Banque agricole du Burkina et 1 milliard pour les coûts de la mise en place des mécanismes d'assurance agricole et de warrantage. C'est surtout pour pouvoir travailler dans le domaine de l'assurance agricole, par l'acquisition de 75 stations météorologiques qui sera répartie dans 3 régions pilotes. Et également, le dernier aspect, c'est surtout au niveau du warrantage. Le présent atelier de lancement est une phase importante dans la mise en œuvre du projet, en ce sens qu'il va permettre sur 3 jours des échanges pour plus d'éclairage sur les exigences d'une exécution plus efficace et pour une meilleure appropriation des objectifs. En bref, sachez qu'un incendie s'est produit cet après-midi aux environs de 14 h dans un garage situé au secteur 51 de Ouagadougou. Cela a occasionné la mort d'une personne, un blessé grave et des dégâts matériels très importants. Selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. Encore plus de moyens matériels et financiers, c'est ce qu'il faudra aux agents de la direction régionale de l'eau des Hauts-Bassins pour mener à bien leurs activités. Ils ont eu l'occasion de soumettre directement leurs doléances à leur ministre de tutelle hier à Bobo Dioulasso. Le point des échanges avec Hassan Gourabou et Ali Traouri. Le ministre en charge de l'eau rencontre ici ses agents de la région des Hauts-Bassins. Ambroise Ouédraogo veut s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs dans cette partie du Burkina Faso. Et le constat qui a été fait, c'est une satisfaction qui se dégage. Effectivement, nous sommes satisfaits et édifiés d'un certain nombre de problèmes qui ont été avancés parce qu'on ne les connaissait pas avec précision. Je crois que ça a été l'occasion pour que les différents services techniques puissent donner leur version, donner les perspectives, informer sur ce qui est en train de se faire par rapport à ces questions-là. Deuxièmement, nous avons écouté, et ça c'est important, la mise en œuvre de la politique de l'eau et de l'assainissement dans les hauts bassins. L'occasion est mise à profit par ces agents en charge de l'eau pour égrener un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. La mise en œuvre en fait de nos activités, nous rencontrons un certain nombre donc de difficultés, notamment en fait des moyens donc financiers. Mais je crois que le ministère aussi fait de son mieux avec un certain nombre de matériel que notamment en fait les moyens roulants. Mais nous sommes édifiés par les réponses qui ont été apportées. Nous pensons qu'il y a des initiatives qui ont été donc entamées depuis donc le niveau central, parce que en fait toutes les difficultés que nous avons soulevées, je crois qu'ils sont au courant de ces difficultés-là. Et le ministre, après avoir écouté, a rassuré les uns et les autres que des solutions seront trouvées dans les plus brefs délais pour permettre à cette direction régionale d'être encore plus performante. Un nouveau local pour les acteurs chargés de la mise en œuvre du programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, Burkina Faso. Ce programme dispose d'un nouveau siège situé à Ouagadougou. L'infrastructure a été inaugurée le 31 janvier dernier par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le reportage de Herman Nestor Toui. Un bâtiment de type R+3 entièrement équipé, voilà de quoi permettre au personnel de 2 projets, le PADLB et le PRAPS-BF, de travailler dans de meilleures conditions. La réalisation de l'infrastructure a été possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Son inauguration vient ainsi résoudre une préoccupation du département en charge des ressources animales. L'un des problèmes les plus cruciaux que nous vivons, c'est justement les conditions de travail de nos personnels. Alors, si il se trouve que nous avons pu avoir un tel local qui va permettre d'améliorer ces conditions, il faut dire que c'est une joie, mais c'est aussi une interpellation, parce que c'est quand même un bâtiment en flambant neuf qui nécessite qu'on entretienne, qui veut aussi dire qu'il faut y travailler de façon sereine et être très productif. Au-delà de l'infrastructure, plusieurs autres actions sont à mettre à l'actif de ces 2 projets. Ils ont saisi l'opportunité pour dresser leur bilan à mi-parcours. C'est des infrastructures qui améliorent les conditions de travail des agents sur le terrain
Il y a 31 qui doivent être faits. Nous avons pu réceptionner 17. Nous avons la construction du boulet, qui sont des petites retenues d'eau pour permettre l'habillement des animaux en saison sèche. Donc il y a 16 qui sont en train de se construire et il y a 10 autres qui vont être bientôt lancés. Nous avons aussi les marchés à bétail pour les acteurs de la filière. Il y a 4 marchés à bétail qui ont été réhabilités et nous sommes en train de construire 5 nouveaux marchés à bétail. Le bâtiment est composé de 42 bureaux, 3 salles de réunion et d'autres cellules annexes. Le ministre invite donc le personnel à profiter de ces cadres de travail pour engranger de meilleurs résultats. Autre point de l'actualité pour évoquer à présent la question d'accès à l'énergie. Le Burkina Faso élabore un plan national d'action pour la prise en compte du genre dans ce domaine. Le document est soumis à la validation des acteurs de l'énergie à Ouagadougou. Précisons que l'élaboration de ce plan répond à une recommandation de la CEDEAO. Issa Kafando et Maïmouna Traouri. En octobre 2019, le Burkina Faso a lancé le processus d'élaboration de son plan d'action national pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. C'est une recommandation des chefs d'État de la CEDEAO pour garantir l'accès aux services énergétiques pour tous de façon équitable et sans discrimination liée au genre. Au regard donc du niveau de revenus des femmes, c'est pas évident qu'elles aient la même capacité d'accéder donc à l'énergie comme les hommes. Et aussi, il faut noter que dans le secteur, quand on prend le volet emploi, les femmes ne sont pas représentatives en réalité. Voilà, ça fait que c'est des questions aussi qu'il faut regarder dans ce plan d'action, de sorte à ce qu'on puisse motiver davantage les jeunes filles qui sont dans les lycées et collèges aussi à s'intéresser aux métiers énergétiques. Les plans d'action vont tourner autour des questions de formation, de questions de motivation des jeunes filles à s'intéresser aux métiers, également des actions vont être menées également pour aider donc aux femmes à avoir l'accès à l'énergie. Après plusieurs mois de travaux, un projet de plan d'action national est élaboré. Il sera présenté aux participants à cette rencontre afin de recueillir leurs observations. Et demain, 6 février, les ministres de l'énergie et ceux en charge de l'environnement de l'espace CEDEAO se réunissent dans la capitale burkinabé. C'est une réunion pour harmoniser les textes réglementaires sur l'utilisation des hydrocarbures dans le but de minimiser l'impact environnemental, notamment la pollution de l'air. Ce matin, le ministre de l'énergie et son collègue de l'environnement ont ouvert la rencontre des experts. Idrissa Warga et Vincent Tchendrebugo. Les pays de la CEDEAO veulent se mettre d'accord sur la qualité des hydrocarbures commercialisés et consommés dans l'espace communautaire. Des experts réunis à Ouagadougou travaillent sur l'harmonisation des spécifications de carburant, mais aussi sur des textes réglementaires visant à réduire les émissions de gaz qui affectent la qualité de l'air. Les Burkinabés ont besoin de carburant pour circuler, mais également les Burkinabés ont besoin de l'air propre pour respirer. Alors comment combiner les deux de telle sorte qu'on ait le carburant et qu'on vit dans un cadre sain? Donc c'est l'importance de cette réunion en disant qu'il faut réunir l'ensemble des acteurs autour d'une même table et discuter pour qu'on puisse sortir bien sûr les meilleures recommandations et bien sûr imposer à l'ensemble des États de la CEDEAO. Chaque pays donc a une certaine réglementation en matière d'hydrocarbures. Il est important que nous puissions harmoniser. Et quand vous regardez la teneur en soufre et quand vous regardez les différents véhicules qui peuplent nos pays, il y a lieu donc de faire quelque chose. Les travaux des experts préparent une réunion conjointe des ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement des pays de la CEDEAO qui a lieu ce jeudi. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, nous avons fait depuis quelques années beaucoup d'efforts pour éliminer le plomb dans l'essence et le gasoil. Maintenant, notre lutte, c'est d'éliminer la teneur en soufre. Donc, après cette réunion des ministres sectoriels, nous, au niveau de la CEDEAO, nous allons la soumettre aux différentes réunions statutaires. Et cette réglementation pourrait être adoptée d'ici à juillet 2020 par les chefs d'État de la CEDEAO à l'occasion de leur réunion statutaire.
Des praticiens de santé recrutés dans les règles de l'art mais qui n'ont pas l'occasion de mettre leurs connaissances en pratique. Une situation incompréhensible, surtout que le besoin se fait sentir dans plusieurs localités du Burkina Faso. Et cela suscite le mécontentement du comité de mandatement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Ce comité a animé une conférence de presse cet après-midi à Ouagadougou. Des précisions avec Ismaël Zilouma Sirima. 14 mois sans salaire pour des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes recrutés en bonne et due forme. Ils sont environ 500 à être dans ce cas. Certains ont été recrutés en décembre 2018 et d'autres en mars 2019. Et à ce jour, il y en a qui n'ont même pas de numéro matricule. Comment un pays qui crie au manque de ressources humaines dans un secteur aussi sensible comme celui de la santé peut-il laisser plus de 500 praticiens qualifiés dans la nature? L'importance de notre métier n'est plus à démontrer, surtout dans ces conjonctures nationales délicates et dangereuses marquées par le développement du terrorisme et son corollaire de nombreux blessés. En plus d'appeler les autorités à se pencher sérieusement sur la question des médecins sans salaire et sans poste, le comité de suivi de l'intégration des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes s'inquiète de l'impact que cela pourrait avoir sur la carrière des intéressés. Ce retard engendrera à coup sûr d'importants dommages irréversibles sur nos carrières respectives. Le retard de prise de service aura un impact financier négatif, compte tenu du fait que la correction des indemnités s'y rapporte. Certains d'entre nous, qui en situation normale auraient pu participer au concours professionnel en 2020, devraient attendre l'année 2021. Après cette sortie médiatique, si rien n'est fait, le comité de suivi de l'intégration des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes envisage d'autres actions d'envergure. Toujours dans le milieu de la santé, le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Et ce, grâce à une nouvelle stratégie et un nouvel appareil présenté aux acteurs de la chaîne de lutte contre le VIH. Ce nouveau dispositif a pour avantage le dépistage et la prise en charge rapide des enfants exposés au VIH. Plus d'explications avec Moussa Ouedraogo et Sekou Ousongo. Le PIMA, c'est l'appareil qui va révolutionner le dépistage et la prise en charge des enfants exposés au VIH. C'est du moins la conviction des acteurs pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH à travers la mise en place d'une nouvelle stratégie. Une stratégie expliquée ici à l'ensemble de la chaîne de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. C'est de pouvoir non seulement dépister rapidement, le plus rapidement possible et le plus simplement parce que ce sont des appareils faciles à utiliser. Également de pouvoir avoir les résultats très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une heure, on a le résultat de l'enfant et ça nous permet de faciliter la prise en charge. Cet appareil est très approprié pour donner le diagnostic très rapidement et surtout disons, rassurer les parents que l'enfant qui a été exposé au VIH est un enfant sain. La phase pratique de cette stratégie est une innovation selon les premiers responsables car elle implique les communautés à la base. Il s'agit là de faire venir les femmes au niveau du district sanitaire, c'est-à-dire de recruter les femmes séropositives qui ont mis au monde un enfant exposé et de pouvoir l'amener jusqu'au district sanitaire. Et ce rôle, ce n'est pas l'agent de santé qui peut aller en communauté pour aller chercher la femme, ce sont les communautaires qui jouent ce rôle-là. 2 districts sanitaires sont concernés par la phase pilote de la nouvelle stratégie pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. L'exécution du projet se fera en 2020 et 2021 et ambitionne dépister plus de 800 enfants par an. Ils sont bien portants et mieux ils sont qualifiés d'enfants leaders. Ces enfants ont pris part à un forum sur leur implication dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Et l'un des temps forts de ce forum, c'est la nuit dite de l'enfant leader, un cadre pour interpeller les parents et les autorités sur les responsabilités vis-à-vis des enfants. Nouba Kouda, Herman Nestor Toui. C'est un plaidoyer des enfants du Burkina à l'issue d'un forum qui aura duré 2 jours et dont les réflexions ont porté sur les violences faites à leur endroit.
Il souhaite désormais une meilleure implication dans toute décision qui implique la vie et l'épanouissement des enfants. Nous voulons simplement nous faire comprendre et contribuer à nous prononcer sur des questions qui nous concernent aussi, même si nous ne sommes que des enfants. Nous les enfants, ce que nous cherchons, c'est être écoutés à chaque moment. Si l'on veut prendre des décisions qui concernent les enfants, que l'on pose des questions d'abord aux enfants, qu'on essaie d'échanger à chaque moment avec les enfants, qu'on ne dise pas que non, cela, ce n'est pas de... Ça ne vient pas venir d'eux, c'est nous, on doit prendre les décisions et eux, ils doivent suivre ce que nous, on veut. Non. Dans le contexte d'insécurité, avec ses multiples conséquences, les enfants demandent une plus grande attention en faveur de leur éducation et le droit à la vie. Dans ce combat, ils sont soutenus par l'ONG Children Believe et l'UNICEF. Nous travaillons à contribuer en tant qu'ONG à lutter contre toutes les formes de violence. Et c'est donc une contribution et c'est dans ce cadre-là que les enfants participent à cette lutte à leur manière. Les enfants dans leur message ont interpellé sur plusieurs points. Le respect des droits dans un contexte d'insécurité, droit à la scolarisation, droit au respect, droit à la dignité et droit également à la vie. Et également droit à la sécurité pour leur famille, pour leurs parents, pour qu'ils vivent comme avec papa et maman à côté. Je pense que dans ce sens, le gouvernement s'attelle. Les autorités ont pris bonne note des différentes interpellations des enfants. Ils ont aussi pris des engagements avec la promesse de les tenir. Cette question à présent, quelle stratégie faut-il mettre en place pour prévenir les risques et les maladies professionnelles? La Caisse nationale de sécurité sociale mène la réflexion dans un cadre dénommé les 72 heures de la prévention. L'activité se tient chaque année et cette fois c'est Tinkodogo qui accueille les représentants des travailleurs et des employeurs. Le reportage de Tanga Kafandou. Gestion des risques professionnels, quelle contribution des entreprises assujetties au code de sécurité sociale. C'est sous ce thème que se tient les 72 heures de la prévention ici à Tinkodogo, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale. 3 jours pour réfléchir et échanger sur les meilleures stratégies de prévention des risques professionnels et de réduction du nombre et de la gravité des accidents et maladies liées au travail. On a fait un peu le point de 2012 à 2013 pratiquement. Nous avons constaté que nous sommes pratiquement à une baisse de presque 30%. C'est bien, mais nous pensons que nous sommes encore loin de l'objectif. Voilà pourquoi il est encore plus que nécessaire aujourd'hui qu'on se retrouve pour toujours réfléchir, voir dans quelle dynamique nous pourrons relancer surtout la prévention des risques professionnels afin de tendre carrément vers le 0%. Selon les chiffres de la CNSS, de 2012, accidents de travail et maladies professionnelles recensés en 2013, nous sommes à 1408 en 2018. Un progrès notable certes, mais il n'est pas question de baisser la garde et l'initiative des 72 heures vise une large information des acteurs du monde du travail et de la population sur la nécessité de développer toute action tendant à réduire un tant soit peu les sinistres du travail. Actualité à l'étranger avec cette nouvelle étape importante dans les négociations pour une sortie de crise en Libye. Les deux camps qui s'opposent marquent leur accord pour transformer la trêve en un cessez-le-feu. La rencontre se tient à Genève en Suisse. La tâche est immense. Transformer la trêve en cessez-le-feu durable en Libye. Pour y parvenir, les deux camps ennemis de Tripoli se sont réunis à Genève pour entamer des négociations. Après tout, c'est la première fois depuis très longtemps que des officiers de haut rang des deux camps se rencontrent. La toute première fois. Donc, n'attendez pas d'une simple réunion qu'elle permette de régler toutes ces questions. Sur place, 2 délégations constituées de 5 officiers militaires chacune, l'une pour l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'autre pour le gouvernement d'entente nationale de Fayez el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Ses frères ennemis se livrent des combats depuis avril dernier et l'offensive du général Haftar sur Tripoli. La trêve, maintes fois déclarée, n'a pas cessé d'être violée. Il y a 2 semaines à Berlin, la communauté internationale réunie en sommet a rappelé ses objectifs en Libye. D'abord, le renoncement à toute ingérence dans le conflit et surtout le rappel de l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations Unies
n'est jamais respecté. L'embargo sur les armes imposé il y a 9 ans n'a cessé d'être violé depuis cette date. La conférence de Berlin a appelé à un meilleur respect de cette résolution. Ce que j'ai dit au Conseil de sécurité, c'est que ce respect n'existe pas. Comme à Moscou et Berlin, les deux chefs rivaux ne se rencontreront pas à Genève. Signe des difficultés à surmonter, Khalifa Haftar et Fayez El-Sarraj refusent toujours de communiquer directement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mounira Keredou vous donne rendez-vous pour l'édition de 22h30. Merci de votre fidélité au programme de la RTB.